Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à Débat de presse. C'est un réel plaisir pour nous de vous retrouver chaque dimanche à partir de 11h pour décrypter, analyser et commenter les grands sujets qui ont marqué l'actualité nationale et internationale au cours de la semaine. Pour ce dimanche 21 juillet, plusieurs sujets sont au menu. Nous parlerons notamment de la mort de 11 personnes détenues en garde à vue dans les locaux de l'unité antidrogue de la police nationale à Ouagadougou. Le dialogue politique entamé en début de semaine est également au menu. Nous dirons également un mot sur la décision du Premier ministre de vérifier l'authenticité des diplômes des membres du gouvernement et des présidents d'institutions. La grève de 24 heures des médias publics est également au menu. Enfin, nous dirons un mot sur la CAN 2019 remportée par les Fennecs d'Algérie qui sont venus à bout des Lions de la Tirenga sur le score d'1-0. Alors pour débattre de tous ces points de l'actualité nationale et internationale, je suis en compagnie de 4 confrères de la presse nationale. Yacinthe Samou de Omega FM est avec nous. Bonjour. Bonjour, Seigneur. Nous avons également avec nous Zoubaviel David Dabiré de la télévision du Burkina. Bonjour. Bonjour, Seigneur. Bonjour à tous. Dabadi Zumbara du journal Le Pays est autour de la table. Bonjour. Bonjour, monsieur. Nous avons également avec nous Inoussa Ouedraogo de Bendré. Bonjour. Bonjour, ça. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Alors, dans la nuit du 14 au 15 juillet, 11 personnes interpellées et gardées à vue à l'unité antidrogue de la police nationale à Ouagadougou sont décédées. L'information a été rendue publique par le procureur du Faso qui a ouvert une enquête judiciaire. C'est une actualité que vous avez suivie. Beaucoup de questions se posent sur cette affaire. On se demande comment et dans quelles circonstances 11 personnes ont pu trouver la mort dans la même cellule. Yacinthe. Oui, vous avez tout dit. Ça fait une semaine maintenant, on se demande 11 morts et autant de questions toujours une semaine après. Et justement, même si les supputations, comme vous l'avez dit, vont plus sur les conditions dans lesquelles ces personnes auraient pu être détenues, on a un peu les parents des victimes, en tout cas, qui squattent toujours la morgue de Bogodogo, qui attendent de savoir qu'est-ce qui est arrivé à leurs proches. Et aussi, on parle d'une trentaine de détenus, dont 11 seulement. Que deviennent le reste donc, de détenus qui étaient dans les locaux de l'unité antidrogue? Il y a autant de questions qui sont toujours qui restent pendantes, qui attendent la conclusion de l'enquête ouverte par le procureur. Et aujourd'hui, il y a aussi le traitement qui a été fait. On a vu un peu certaines personnes relevées de leurs fonctions. Mais si on parle du principe que ces personnes-là étaient détenues simplement parce qu'elles étaient soupçonnées d'être dans le cadre de la lutte contre la drogue, d'être dans le trafic de drogue ou dans la consommation de drogue, et qu'on revienne à ce qu'on puisse soupçonner des personnes d'avoir, ou soit volontairement, ou soit non volontairement en tout cas, été à l'origine de leur mort, il y a 2 poids 2 mesures, en tout cas dans le traitement qui a été fait, puisque eux, ils avaient été gardés à vue justement parce qu'on les soupçonnait simplement. Donc aujourd'hui, en tout cas, on attend de voir. Il y a le président Roch Kabore qui s'est exprimé, qui a promis justice, mais lorsque on se rappelle d'une promesse qui fait aujourd'hui 8 mois sur le cas de Yirgou, il y a de quoi attendre en tout cas que la justice puisse vraiment traiter ce dossier. Et c'est une belle opportunité, selon moi en tout cas, de repenser, de reparler de toutes ces conditions de détention, en tout cas au Burkina Faso. On va revenir là-dessus. En tout cas, vous avez parlé de cette réaction du président du Faso. Je le cite, ce sont des choses inacceptables qui ne peuvent pas rester dans l'impunité. Alors, Inoussa, vous avez également suivi cette actualité. On a vu également la réaction de l'opposition politique. Yacinthe a parlé tout à l'heure donc de certains responsables de la police et des agents qui ont été donc suspendus à titre conservatoire. Alors, selon l'opposition, ces mesures sont utiles, mais pas suffisantes. Absolument. Je pense qu'il faut saluer, si on peut le dire comme ça, la prompte réaction du gouvernement. Ça ne pouvait même pas être autrement. Parce que par le passé, ce type de situations ont conduit à ce qu'on sait, notamment à Koudougou avec l'affaire Justin Zongo. C'était dans un cadre de police, dans un commissariat de police. Donc du coup, on comprend la fébrilité du gouvernement qui a tout de suite réagi
Et on espère qu'ils vont aller au-delà de la sanction, parce que bon, suspendre de ces fonctions les personnes qui avaient pour responsabilité de gérer ce commissariat-là, c'est déjà une bonne chose. Cela ne voudrait pas dire que c'est eux qui sont les coupables, mais ça permet déjà de donner un signal fort à la population. Est-ce qu'il aurait fallu aller au-delà donc des sanctions de ces personnes? Bon, il y a eu deux enquêtes qui ont été ouvertes, une enquête administrative et une enquête judiciaire. Donc, en attendant qu'on ait les résultats, les conclusions donc, de ces différentes enquêtes-là, on peut dire que la réaction du gouvernement en destituant en tout cas ces deux personnes-là de leur fonction déjà et en affectant également ceux qui étaient impliqués plus ou moins dans la garde à vue de ces prisonniers-là, ça montre qu'il y a une volonté de faire en sorte qu'on sache exactement ce qui s'est réellement passé. Mais il faut attendre les résultats et surtout aller au fond, ne pas se contenter de conditions carcérales et autres, là c'est vrai, mais on sait qu'il s'agit de drogue, et qui parle de drogue, parle également de grands barons qui sont derrière, et aucune piste n'est à négliger dans le cadre de cette affaire-là. Justement, certains regards vont dans ce sens. Des personnes pensent qu'au regard de la nature donc, de l'affaire qui a conduit ces personnes donc, en détention, il est possible qu'ils soient peut-être morts par des morts naturelles. Dabadi. Bon, en attendant, pour l'instant, c'est trop tôt quand même de le dire, hein, parce qu'il y a une enquête qui a été ouverte. Je pense qu'il faut attendre la conclusion de cette enquête pour pouvoir se prononcer de façon plus exacte sur les circonstances exactes de la mort de ces personnes-là. Je pense qu'il faut déplorer ce qui s'est passé, parce que c'est quand même une première qu'on voit ça au Burkina. 11 personnes dans la même nuit, c'est extrêmement grave. Et, je pense que c'est un drame qui interpelle le gouvernement sur le respect des textes relatifs au traitement des personnes privées de liberté. Il me semble évident que si les droits avaient été respectés de façon entière, on n'en serait pas là. Et je pense aussi que le second problème que ça pose, c'est aussi la surpopulation en milieu carcéral. Je pense qu'à ce niveau, il faut que le débat soit plus élevé. Aujourd'hui, on est dans l'émotion, tout le monde condamne, c'est normal. Mais les gens ne se posent pas la question de savoir pourquoi 11 personnes sont mortes dans une cellule où il y avait une trentaine de personnes. Et si on s'en tient à ce qui a été dit, cette cellule, elle ne devait contenir qu'une dizaine de personnes pratiquement. Et finalement, on se retrouve avec une trentaine de personnes. Ça pose un sérieux problème. Oui, ça veut dire que même si... dans un communiqué, fait savoir en tout cas que les conditions de détention délétères et l'hygiène en tout cas de cette cellule sont susceptibles donc d'être à l'origine donc de ces décès. Est-ce qu'on doit regarder dans ce sens? Mais bien sûr, rien n'est à écarter. Parce que imaginez-vous 30 personnes dans une cellule de 10 personnes. Ça veut dire, franchement, certains seront asphyxiés. Ça, c'est une évidence. L'oxygène va manquer. Et bon, pour l'instant, on ne peut pas avancer certaines choses parce qu'il y a une enquête qui est en cours. Mais on a ouï dire que les détenus ont quand même manifesté, ils ont appelé à l'aide pendant plusieurs heures sans que véritablement on ne cherche à comprendre ce qui se passait à l'intérieur de ces cellules. En attendant, en tout cas, de vérifier toutes ces informations qui ne sont pas officielles pour le moment, on ne va pas le dire officiellement, on va mettre ça entre guillemets au conditionnel, donc pour que ça ne crée pas de problème. C'est ce que je disais tout à l'heure, je dis il faut vraiment attendre la conclusion des enquêtes pour qu'on ait plus d'éléments. Mais je pense quand même qu'il y a eu certainement une négligence, il faut le reconnaître, parce que une cellule de cette nature, vous avez des gardes quand même qui sont là, et pour qu'on en vienne à enregistrer 11 morts, du coup, il y a un sérieux problème. Je pense qu'il y a eu des manifestations et que ces signes n'ont pas certainement été pris au sérieux. Et on comprend pourquoi l'État a tout de suite réagi. Je salue cette réaction de l'État parce que c'est une première quand même au Burkina. C'est la première fois que le pouvoir vraiment réagit de cette manière, de façon prompte et avec des sanctions qui suivent. Bon, moi je pense que déjà, c'est déjà bien ce qui a été fait. Les mesures conservatoires qui ont été prises, à mon avis, sont en tout cas adéquates. Ils sont suffisantes. Pour moi, je trouve que on peut s'en contenter pour l'instant
en attendant les enquêtes. Parce qu'il ne suffit pas aussi de relever des gens de leur fonction. Et au finish, bon, ils ne sont pas... Parce que les premiers responsables de la cellule, disons de l'unité, ont été relevés de leur fonction. Notamment le commandant de l'unité antidrogue et la directrice de la police judiciaire, Zoubaziel. Alors, comment vous analysez cette affaire? Oui, je souscris à ce que les confrères ont déjà dit. En attendant que les cadavres ne parlent, je pense que c'était bien de prendre la mesure conservatoire qui, du reste, permet quand même de calmer les gens et de prouver que le gouvernement quand même a pris la mesure de ce qui s'est passé. Mais aussi, ça pose le problème des conditions carcérales au Burkina Faso, sans vraiment savoir de quoi il est question. Mais je pense que, de façon subsidiaire, cette question-là doit être posée en marge de ce problème-là. Parce que c'est un véritable problème. C'est vrai qu'avec la grève des GSP, il n'y a pas eu un bilan qui a été fait de façon exhaustive sur ce qui s'est passé à la MACO en son temps. Mais je pense que les conditions de détention n'ont pas permis à certains, quand même, d'une manière ou d'une autre, peut-être de se soigner ou de prendre part à un certain nombre de choses dont ils avaient droit. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut repenser. Nous sommes en train d'amorcer une montée vers l'état de droit. Il faut repenser un certain nombre de choses. Dans l'état de droit. Voilà, nous sommes bons. C'est en construction. Voilà, c'est un état de droit en construction. Oui. Donc je pense qu'il faut rompre même avec un certain nombre de choses, en l'occurrence même les conditions carcérales au Burkina Faso. Parce que comme vous voyez, ce sont les mêmes bâtiments qui sont arrêtés avec les mêmes conditions dans lesquelles on parque des gens, j'allais le dire comme ça, on parque des gens, 30 personnes pour une cellule de 10 personnes. Vous voyez même que les conditions même de respiration sont déjà difficiles. Et dans ces conditions, si vous arrêtez quelqu'un qui a déjà eu de la drogue dans son corps, qui a déjà pris des substances que vous voulez garder à vue, ça veut dire que vous mettez la personne dans une condition qui n'est vraiment une condition très difficile. Et tout ça peut avoir, on ne sait pas dans quelles conditions ces personnes sont arrivées et au niveau, comme on appelle, de l'unité antidrogue. Donc tout ça, ce sont des questions qui se posent et qui auront peut-être réponse. Oui, à la fin de l'enquête. Oui. Vous coupez, hein, j'ai vu des réactions aussi de personnes qui disent que non, il y a ailleurs, dans d'autres cellules, en tout cas du Burkina, les conditions sont plus drastiques que ce qui, en tout cas, ce qui a lieu à l'unité antidrogue, mais on n'a jamais vu un tel drame. Oui, mais le problème c'est que quand on prend ici, ce sont des conditions, ce sont des personnes, j'allais dire une catégorie spécifique de personnes. Parce que quelqu'un qui a ingurgité de la drogue, on n'en sait rien. On n'en sait rien, mais bon, c'est la nature, voilà, c'est l'appellation de la cellule qui me fait dire ça en fait, puisque c'est une unité antidrogue. On suppose que c'est cette catégorie de personnes qu'on incarcère là-bas. Déjà affaibli, si la personne arrive et se noie dans 30 personnes, pour une cellule qui devait contenir 10 personnes, vous comprenez que d'abord les conditions de respiration ne sont pas ça. Et ajouter à ça, si vous n'avez pas un personnel qui est disponible, parce que c'est comme Dabadi le disait, on peut enfermer des gens dans une cellule où les conditions ne sont pas réunies et peut-être en griffe disparaître de la nature. Ne pas être à côté, peut-être pour être à l'écoute des sollicitations et à un moment donné, le drame est vite arrivé. Donc je pense qu'au-delà même des morts qui vont parler au niveau de la mort, il y a aussi peut-être ces personnes qu'on aurait pu interviewer, les 19 autres personnes qui restent. C'est vrai qu'elles sont toujours en détention, donc c'est difficile. Mais je pense qu'au bout du compte, et les témoignages de ces personnes et l'autopsie vont quand même donner une idée claire de ce qui s'est passé. Mais déjà, il faut condamner ce qui s'est passé parce que c'est très grave. C'est très grave pour un pays comme le nôtre. D'accord, oui, Yassine voudrait réagir. Oui, alors déjà, on n'est pas sûr si ces personnes étaient impliquées ou pas dans le cadre de la lutte contre la drogue. C'est présumés, ils ont gardé à vue, donc rien ne dit qu'elles étaient impliquées, elles sont juste soupçonnées. Ensuite, je pense qu'il y a deux facteurs à prendre en compte dans la comparaison des lieux de détention. Cette cellule précise de l'unité antidrogue est logée dans des locaux qui datent de l'époque coloniale, qui ne sont pas au départ faits pour être des cellules. Donc il y a une adaptation qui a été faite qui n'est pas forcément celle adéquate. Et quoi qu'on dise, quoi que puisse faire ressortir les enquêtes, je pense qu'il y a eu de la négligence humaine. Et dans le fait d'enfermer déjà cette trentaine de personnes dans des locaux aussi exigés, et dans la gestion de leur détention. Je pense que pour que, en tout cas, tout ce drame puisse avoir lieu
et qu'on puisse en venir à avoir 11 morts, je pense que ça n'a pas été fait en une minute. Il y a eu un temps, et donc tout ce temps-là, on aurait pu réagir si celui qui devait faire le job avait fait le job convenablement. Donc il y a une négligence humaine qui rentre également en ligne de compte comme facteur. D'accord. On attend en tout cas la conclusion de cette enquête ou de ces enquêtes, puisqu'il y en a deux, une enquête judiciaire et une enquête administrative qui ont été ouvertes. Mais justement, est-ce que vous pensez que ces enquêtes-là vont aboutir assez rapidement pour nous fournir les éléments en tout cas nécessaires pour comprendre ce qui s'est passé dans ces violences? Si on s'en tient à ce qu'on peut appeler jurisprudence, on va être pessimiste. Parce que dans ce pays, on ne nous a pas habitués malheureusement à être diligents là où il le faut. Et la meilleure façon d'enterrer les dossiers, c'est d'ouvrir justement des enquêtes. On ne parvient absolument à rien. On peut en citer, surtout depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui. On a des dossiers qui ont fait vraiment polémique. Je pense au Kazida, qui a été nommé ambassadeur. On a dit qu'une enquête sera ouverte pour savoir qui a glissé ça dans le journal officiel. On n'a rien vu. On a vu le cas à l'hôpital Yalgado avec le cas de Zarata, l'épouse du policier municipal qui est décédé dans des conditions troubles. On a dit qu'une enquête sera ouverte. Il y a le cas Yirgou dont on a parlé tout à l'heure. On a dit qu'une enquête sera ouverte. Il y a plein de dossiers comme ça. Absolument, le conseil des ministres avec le mot subtilement glissé. Donc il y a autant d'éléments comme ça qui font qu'aujourd'hui, il n'y a pas de confiance aussi bien à la justice, mais également aux autorités politiques. Et ça, c'est très dommage, mais on espère vraiment que pour une fois, ils vont prendre la mesure de la situation, parce que 11 morts quand même, c'est trop, oui. Et que tous les moyens seront mis à la disposition des enquêteurs, afin que pour une fois, on sache exactement qu'est-ce qui s'est passé, qui a fait quoi, qui sont les responsables, et qu'ils soient punis à la hauteur de leur forfait. Dabadi, est-ce que vous êtes pessimiste ou optimiste un peu plus que... Je le rejoins parce que si on s'en tient à ce qu'on a déjà vu par le passé, effectivement, on ne peut pas être optimiste. Mais je pense que dans ce cas précis quand même, je le disais tantôt, il y a une réaction très rapide de l'autorité. Et ça, ce n'était pas arrivé il y a longtemps. Alors ça pourrait aussi signifier que c'est une manière maintenant d'agir plus vite. Et je pense que plus tôt l'État agira, mieux cela vaudra. Et donc je pense que dans ce cas précis, l'État a tout intérêt à tout mettre en œuvre et pour que la lumière soit faite sur cette affaire. Parce que quand même c'est 11 morts. Et c'était des gardés à vue. En plus, c'est ça. Ça veut dire que c'est des présumés. Il n'y a même pas grand chose en tant que tel. Ils n'ont pas été jugés coupables de quoi que ce soit. Et donc, ça veut dire que ça pourrait être la vie d'innocentes personnes qu'on a ôtées comme ça, par du fait peut-être de la négligence ou de mauvaises conditions de détention. Maintenant, là où il faut effectivement émettre des réserves par rapport à la manifestation, la vérité sur ce cas précis, c'est qu'il y a aussi la responsabilité de l'État. C'est ça, en fait. Il ne s'agit pas seulement de dire peut-être que les agents qui étaient des gardes ont peut-être fait preuve de négligence, donc il faut les sanctionner, et puis c'est tout. Non, on n'a pas du tout dessus des conditions de détention. Vous avez des textes nationaux qui réglementent le traitement de ces personnes privées de liberté. Vous avez des textes internationaux auxquels le Burkina a souscrit. Et donc, le Burkina a l'obligation... les droits des personnes. Exactement. Donc, le Burkina a l'obligation, par exemple, de respecter tous ces textes. Donc, manifestement, quand on regarde bien ce qui s'est passé, on se dit que bon, il n'y a pas eu, en tout cas, un strict respect de ces textes-là. Donc, ça pourrait... Je dis bien ça pourrait bloquer plus ou moins l'abonnement de l'enquête. Mais il faut souhaiter, que ça aboutisse. Que ça aboutisse. Moi, je pense que pour ce cas précis, il aurait fallu pour le gouvernement mettre en place une commission indépendante pour connaître de ce dossier-là. Parce que vous avez le gouvernement qui, comme Dabadi le disait, peut être impliqué pour avoir créé les conditions même de ce qui est arrivé, pour n'avoir pas pris les mesures idoines pour des préventions dignes de ce nom. La deuxième des choses, vous avez aujourd'hui l'UNAPOL qui a fait une sortie qui n'est pas à négliger aujourd'hui, parce qu'il y a le risque aussi de rentrer en confrontation avec l'UNAPOL si d'aventure ça arrive à un certain niveau où des sanctions d'une certaine nature doivent tomber sur la tête de certaines personnes. Donc pour moi, c'était de mettre en place une commission
indépendante qui va connaître du dossier, qui a équidistance des partis et de ceux qui sont peut-être mis en cause aujourd'hui, ceux qui sont suspendus aujourd'hui, ceux qui avaient la charge de ces prévenus et même de l'État. On mène l'enquête de façon indépendante et on dépose les rapports au niveau du gouvernement, mais des rapports qui seront rendus aussi indépendamment publics, en attendant que peut-être d'autres structures, des journalistes d'investigation et autres rentrent en ligne quand même pour essayer de connaître. Parce que si on confie, si ça reste entre les seules mains du gouvernement, j'ai bien peur qu'à un moment donné, on essaie quand même de dire, de créer quelque chose qui ressemblerait peut-être à la vérité, mais qui serait loin de la réalité. D'accord, ok, on a compris en tout cas vos différentes analyses sur ce sujet. Oui, ce serait bien, en 30 secondes, il nous a... ce serait bien vraiment que pour une fois, on réfléchisse vraiment aux conditions de détention. Parce que nous sommes tous de potentiels candidats. On a vu nos personnalités politiques, des ministres, des députés, etc. Dès qu'on les emprisonne 2 jours, 3 jours, ils sont malades, ça ne va plus, etc. Donc c'est l'occasion, à partir du moment où nous sommes tous candidats potentiels, qu'on regarde véritablement les conditions de détention dans les prisons burkinabè. Ok, alors on va donc parler de ce dialogue politique qui a été ouvert justement le lundi 15 juillet dans la matinée. Et donc la classe politique burkinabè était réunie autour du président du Faso donc pour entamer ce dialogue. Il s'agit donc de discuter des sujets d'intérêt national pour trouver ensemble des solutions. Alors est-ce que ce dialogue qui devrait peut-être débuter en fin avril, finalement c'est en juillet donc que les travaux ont commencé. Est-ce que, Dabadi, vous avez foi cette fois-ci que les choses vont aller jusqu'au bout? Les différents partis donc, ont une semaine donc, pour faire le travail. Est-ce que vous pensez que les résultats auxquels ils vont parvenir, en tout cas, vont être consensuels, surtout quand on regarde la nature des éléments donc, ou des dossiers à discuter? Je pense qu'il y a quand même de l'espoir. Parce que le premier point, c'est qu'il faut comprendre que ces acteurs politiques avaient besoin de se parler. La situation aujourd'hui est telle que les acteurs politiques ont tout intérêt à s'accorder sur un nombre de choses. Et je pense que de ce point de vue, ça sera peut-être une sorte, j'allais dire, je ne dirais pas des deals, mais en tout cas, ça dit moitié-moitié, quelque chose comme ça, voilà, ça dit on accepte telle chose, on refuse. Dans tous les cas, le président du Faso a promis de transmettre les recommandations qui seront consensuelles, oui. Voilà, c'est-à-dire à l'Assemblée ou en tout cas au gouvernement selon la nature de ces propositions. Et donc je pense quand même que c'est une plateforme idéale pour les acteurs politiques de parvenir à un consensus donné. Peut-être qu'ils ne vont pas s'entendre sur l'ensemble des points, ça c'est une évidence, mais je pense qu'ils ont tout au plus intérêt à s'entendre sur un certain nombre de choses. Si je prends par exemple la question électorale, c'est vrai que ça divise déjà, parce que la partie de l'opposition estime qu'il fallait aborder les questions beaucoup plus sociales, c'est-à-dire les questions qui sont liées à la cohésion sociale, à la sécurité, etc. Parce que c'est la base du tout. Tant qu'il n'y a pas de sécurité, on ne peut pas parler d'élection. Mais du côté du pouvoir, on a senti que l'objectif, c'est de parler quand même des élections. Et bon, notamment avec le code électoral, le vote de burkinabè de l'étranger, qui ne fait pas consensus au sein de la classe politique. Tout à fait. Donc je pense qu'il faut arriver quand même à un consensus. Parce que l'histoire nous enseigne que les graves crises en Afrique ont toujours eu origine dans l'organisation des élections. Et donc je pense qu'il faut arriver à planer un certain nombre de difficultés, dissiper les incompréhensions, etc., avant d'aller à l'élection. Sans cela, même si on fait tout ce qui est nécessaire, tant qu'on ne va pas s'accorder sur le minimum, ça va poser un problème. Ça veut dire que ça risque de déboucher sur une... Mais justement, est-ce que dans le cas du Burkina Faso, c'est possible, on va voir avec Hyacinthe, si dans la configuration actuelle, en tout cas de notre sphère politique, il est possible, vu que le code électoral a été déjà adopté à l'Assemblée nationale, de revenir pour trouver une solution à cette épineuse question du vote des Burkinabè de l'étranger? Bien sûr, je pense que les personnes les mieux indiquées sont celles-là qui participent au dialogue politique, parce que les acteurs politiques sont au début et à la fin
de ces questions. Et je pense que pour résoudre aujourd'hui, en tout cas, avant qu'on rentre véritablement, on est 2020 c'est déjà demain, mais pour rentrer véritablement dans les joutes électorales, il faut trancher, il faut qu'on sache si les Burkinabés donc de l'étranger vont pouvoir effectivement y prendre part. Mais en plus, il y a une nouvelle question qui se pose avec l'actualité. Est-ce que tout le territoire burkinabé peut voter déjà? Donc il y a des questions qui les personnes les mieux habituées à répondre sont celles qui sont à la table, en tout cas, de questions autour du dialogue politique. Les autres sujets également sont brûlants, la situation nationale avec ce contexte de sécurité, mais également la cohésion sociale et le vivre ensemble. Je pense que, en tout cas, c'est à eux, parce que le plus souvent, toutes les crises, toutes les tensions, tous les conflits sont alimentés ou en tout cas générés par des acteurs politiques qui jouent et le rôle de pompiers et de pyromanes. Donc lorsqu'ils sont en tout cas enclins à trouver des solutions sont trouvées. Pour moi, le tout est dans les recommandations qui vont être faites, qui doivent être en tout cas faites avec un agenda clair. Il faut qu'on ait chaque recommandation doit être logée dans le temps pour qu'on ne soit pas toujours dans l'attente d'une décision de l'Assemblée nationale ou du gouvernement, qu'on sache que le gouvernement doit décider de cette décision avant décembre 2019, avant janvier 2020, pour qu'on sache en tout cas et que l'opinion et la presse puissent suivre effectivement l'effectivité de ces recommandations si elles doivent être prises. Elles doivent être prises, oui, Inoussa. Bon, dans la forme, c'est une bonne chose, à mon avis, que, au regard de la situation de notre pays, on puisse se retrouver pour discuter. Ça, c'est dans la forme. Maintenant, dans le fond, je me pose des questions véritablement sur l'intérêt de ce genre de fora, quand on s'appuie notamment sur, comme je le disais, la jurisprudence. De par le passé, on a eu plusieurs reprises ce genre de fora. Dans le cas actuel, tous les acteurs sont unanimes du fait qu'il faut aller à ce dialogue politique, il faut se parler au regard de la situation. Voilà pourquoi j'ai dit dans la forme, c'est une bonne chose qu'on y aille, qu'on discute, qu'on aplanisse les divergences, etc. Maintenant, dans le fond, les problèmes qui sont posés, pour la plupart, sont des problèmes de gouvernance. Il s'agit pour chaque acteur, qu'il soit politique ou non, d'être patriote, de montrer qu'il aime ce pays, que chacun fasse son travail, que l'opposition s'oppose et que la majorité gouverne, dans l'intérêt supérieur compris donc de l'ensemble des Burkinabés. Si le débat est posé ainsi, alors là, il y a de véritables chances que nous contribuions, en tout cas, à faire en sorte que le Burkina amorce le début d'une paix véritable, d'un vivre ensemble solidaire, etc. Mais tel que je vois les acteurs politiques, leur prise de position, leur vision, etc., j'ai peur qu'on soit encore en train de tourner en rond et qu'à la sortie de ce dialogue politique-là, que chacun revienne dans sa position, qu'il campe sur ses positions, que chacun se batte comme ils l'ont toujours montré, juste pour le pouvoir, rien que le pouvoir. Pour ses propres intérêts. Malheureusement. Est-ce que vous partagez l'analyse justement de Inoussa Zoubaviel? Alors moi je pense que ici, comme il a dit, dans la forme, c'est une très belle initiative d'assembler des personnes que tout oppose a priori pour échanger. Mais dans le fond, il y a un mélange de genres. Il y a des questions fondamentales qui sont là et des questions subsidiaires. J'ai bien peur que les désaccords sur les questions subsidiaires ne déteignent sur les résolutions qu'on pourrait prendre sur les questions fondamentales. Alors la question fondamentale, d'abord vous avez la question de sécurité, vous avez la question de cohésion sociale, et il y a la question par exemple du foncier, qui mettent à mal le vivre ensemble, qui font en sorte que le Burkina vit aujourd'hui des moments d'incertitude. Je pense qu'on aurait pu scinder les choses en deux. D'abord, on pose la question à la classe politique burkinabé, notre pays est en danger, quelle est la solution que vous pouvez apporter pour que nous puissions sortir de ces moments d'incertitude? La question pouvait être posée comme ça. On débat d'abord de ça, ce sont des questions fondamentales, on s'entend là-dessus. Ceux qui ont dit que s'ils étaient au pouvoir, ils auraient pu résoudre la question de l'insécurité. Donnent à cette tribune-là leur solution, leur recette pour sortir de l'insécurité. Maintenant, de façon subsidiaire, on aurait pu poser les questions de réconciliation et d'élection et autres. Parce que pour y arriver, comme Hyacinthe le disait, il faut que l'État lui-même existe en 2020.
Donc c'est là la question fondamentale. La deuxième des choses où je pense même que c'est vraiment un amalgame qui est en train d'être fait, c'est la question de la réconciliation qu'on inscrit dans cette plateforme. Donc autrement dit, ceux peut-être qui sont les premiers concernés par cette affaire vont débattre de comment est-ce qu'on va peut-être trouver la formule pour se tirer d'affaire au détriment. Donc je pense qu'ici, il y a une sorte... Vous pensez qu'on ne devrait pas discuter non, de la on ne peut pas discuter, nationale on ne peut pas discuter pendant un dialogue politique? Non, on ne peut même pas discuter parce que dans le fond même pour moi, cette question-là même n'a pas lieu d'être. Il y a des Déjà, il y a des problèmes déjà. Il y a des problèmes, notamment le retour des exilés qui pose problème déjà à cette table. On a bien compris votre position. On va voir si elle est partagée autour de la table. Je pense même qu'aucun point n'est à négliger dans cette affaire. Pourquoi? Je m'explique. Vous savez, même la question sécuritaire dont on parle, mais les acteurs politiques, aujourd'hui, vous ne pouvez pas asseoir une véritable politique de sécurité et avoir des résultats sur le terrain sans l'implication effective de ces acteurs politiques. Donc, ils sont les premiers animateurs. Il faut les impliquer. Ils sont les premiers animateurs de la vie publique. Par conséquent, ils sont concernés par tout ce qui concerne la nation. Oui, sur ce point, vous êtes d'accord avec Gabriel. On a revenu sur la question de la réconciliation nationale. Oui, parce que c'est la question de la réconciliation nationale, on ne devrait pas inscrire ça sur non, moi je la liste des préoccupations. on peut l'aborder, mais il ne doit pas être la priorité des priorités. Ça, c'est clair. Parce qu'aujourd'hui, mais la réconciliation, ça fait partie effectivement de la cohésion dont on parle. On ne peut pas parler de cohésion sans la réconciliation. Voilà, mais maintenant, ça coince justement sur les conditions, notamment le retour des exilés, notamment du président Blaise Compaoré. Est-ce que vous comprenez la position des deux partis? Non, ça se comprend parfaitement. C'est comme un peu il a dit, parce qu'il y en a qui veulent effectivement qu'il y ait un raccourci. C'est-à-dire qu'on fasse table rase, voilà, des questions, des procédures judiciaires, etc. Et qu'on blanchisse les gens, on dise, bon voilà, on va à la réconciliation. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Parce que la machine quand même judiciaire est déjà en marche. Il y a des procès qui sont pratiquement presque à terme. Donc on ne peut pas quand même abandonner tout cela. Mais par conséquent, par contre, on peut trouver un juste milieu pour dire, bon voilà, même si les gens sont condamnés, est-ce que le chef de l'État, par exemple, s'engage à les gracier sur une période donnée? Ça peut se négocier politiquement. D'autant plus que ces questions sont des questions politiques. N'oublie pas que la plupart des gens, en dehors du procès, par exemple, du putsch, le reste c'est politique. On le sait très bien. Et en octobre, si tout va bien, les anciens ministres de Blaise Compaoré seront encore appelés à la barre. Donc c'est pour dire qu'il s'agit des questions, en tout cas dans la majeure partie, et dans la plupart du cas, des questions politiques. Donc on ne peut les résoudre sans que les acteurs politiques ne se parlent, ne se comprennent. D'accord, on vous a compris. Oui, voilà, je voulais ajouter un mot par rapport à ce qu'il disait, la question de la réconciliation. J'ai écouté son discours et c'est pourquoi je ne suis pas d'accord sur la question de la réconciliation nationale. C'est bien cette façon de faire, de penser qu'on peut trouver une formule à côté du judiciaire. Et ceux qui ne sont pas forcément concernés par cette question, ceux qui ne sont pas exilés et qui aujourd'hui croupissent à la Mako, si on va parler de réconciliation nationale au Burkina Faso, c'est-à-dire que tous ceux qui sont en porte-à-faux avec la société burkinabé devraient en bénéficier. Soit vous faites en sorte, ce qui est impossible, libérer tout le monde, de sorte à ce qu'on reprenne un nouveau départ. Sinon, on passe par le circuit judiciaire parce que c'est ce qui nous unit aujourd'hui. L'état de droit se consolide parce que tout le monde doit passer par le circuit judiciaire. Ce sont les règles qui sont établies. Maintenant, quand il parle de politique, ce sont peut-être des crimes de sang, des crimes contre l'État qui ont été commis et qui sont sanctionnés, qui peuvent être sanctionnés par des textes. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on dirait venons, on va s'asseoir, chacun dit ce qu'il a fait. Marché ailleurs, on a vu ce qui s'est passé dans certains pays comme l'Afrique du Sud, comme le Rwanda. Mais ici, voilà, justement, quand vous prenez l'Afrique du Sud, quand vous prenez le Rwanda, c'était une histoire de Hutu-Tutsi. Quand vous prenez l'Afrique du Sud, c'était une apartheid, deux clans sociaux qui se regardaient en chien de face. Au Burkina Faso, c'est qui et qui? Moi, je ne sais pas. Peut-être deux clans politiques. Deux clans politiques, non, ce sont des politiques, je fais la différence entre des politiques qui ne s'entendent pas et des populations qui ne s'entendent pas. Mais ces politiques-là ont comme premier, pour ne pas en tout cas infantiliser la population, mais en tout cas comme première arme, la population pour s'affronter. Et pour moi, ces dialogues politiques, le premier point sur la table, lorsqu'ils s'unissent les Salamalek, c'est d'abord la question de la réconciliation nationale. Ça ne sert à rien de s'asseoir
pour discuter sur des points lorsqu'on a caché, chacun garde dans son cœur ce fondement de réconciliation nationale. Aujourd'hui, si vous voulez discuter en tout cas de façon franche et claire sur ces questions qu'on a évoquées liées à l'actualité, il faut aussi évoquer cette question de réconciliation nationale parce que vous avez des acteurs qui ne sont pas à cette table-là, dont les partisans ou en tout cas les camarades de parti sont assis et estiment qu'ils devaient être avec eux à cette table. Donc vous avez déjà vous avez les conditions du dialogue qui sont biaisées si vous n'abordez pas cette question de qu'est-ce qu'on fait maintenant. Comme je l'ai dit, ce sont les recommandations qui sortent. Ce n'est pas dit que si on conclut, si moi je propose à cette table qu'on traite la question de réconciliation nationale dans mon entendement, que ce soit celle des Moussa, que ce soit celle des Zouaviennes, et que ce soit celle qu'on retienne. On regarde qu'est-ce qui est le plus pertinent dans le cadre du Burkina Faso et de l'actualité aujourd'hui. Comment on traite cette question? Non, pour moi, ça doit être élargi parce que d'abord, tel que vous l'abordez, c'est comme si vous vous dites que d'abord la classe politique burkinabé a toute la légitimité de connaître de cette question. Ce qui n'est pas vrai. La deuxième des choses, cette classe politique, pour moi, n'a pas la maturité, n'a pas la maturité et ni encore moins la légitimité pour connaître un seul de cette question aussi sensible que la réconciliation. Ça devrait être élargi à d'autres, parce que ici, qu'est-ce qui se passe? Vous avez les personnes, même les premières concernées, peut-être qui se disent victimes de la question, qui ne sont pas dedans. Ce n'est pas élargi à ces personnes-là. Et vous asseyez entre vous, peut-être vous prenez une résolution que vous donnez, peut-être consensuelle, vous donnez au chef de l'État qui va le convoyer à l'Assemblée nationale, un texte de loi est pris, mais qui n'est peut-être pas consensuel. C'est doit être élargi. Non, elle n'a même pas la légitimité. Ce dialogue porte sur la sécurité. Laissons le chef d'État-major et le DG de la police nationale et les traités de la sécurité. Pourquoi ils traitent du vote en 2020? Laissons la CENI et l'ONU en de parler. Aujourd'hui, ces acteurs politiques, comme je l'ai dit, sont au départ et à la fin de ces questions. Eux, ils sont réunis autour d'une table. Ces questions qui, pour moi, sont d'envergure nationale, doivent commencer à être traitées là-bas. C'est aussi simple que ça. Sinon, si on traite, si on se dit la légitimité, vous n'avez plus de parole. On va écouter. Je pense qu'effectivement, ça aurait été plus intéressant que les autres acteurs, je veux parler par exemple de la société civile, les religieux, les coutumiers, etc., soient associés à ce dialogue. Parce qu'il y a des questions effectivement qui les concernent. Mais encore une fois, il faut reconnaître que, comme on l'a dit, même le plus long voyage commence par un pas. Je pense que c'est déjà un début qu'il faut saluer. Mais quand on regarde les personnes qui sont concernées par cette crise-là, ce sont d'abord des politiques. Mais justement, c'est ça. Voilà pourquoi il faut d'abord que ces gens-là se parlent et qu'ils se comprennent. Ce n'est pas dire que ce qu'ils vont proposer va être appliqué immédiatement sur le terrain. Ce n'est pas possible. Donc aujourd'hui, la question de la réconciliation, c'est plus large. Ça dépasse même le cadre politique. Vous avez des gens qui ont été victimes, qui sont des... Quand on va au HCM, justement, on voit qu'il y a plus de 5000 dossiers qui sont... C'est une question qui va être traitée dans un cadre beaucoup plus large. Mais en attendant, il faut déjà qu'il y ait des étapes pour que les gens puissent s'entendre et qu'à un moment donné, on puisse coordonner tout ça pour sortir quelque chose infini pour effectivement faire la paix au bout. Sinon, même les questions foncières dont il parle, mais les politiques sont les premiers responsables. Ce sont les maires qui gèrent les communes, la terre, ce sont eux qui interviennent. Il y en a qui vendent les terrains, les conseils, etc. Donc, ils sont impliqués au début et à la fin, comme Yacine le disait. Donc, sur tous les plans, je pense qu'il ne faut pas occulter leur contribution. D'accord. Cela ne veut pas dire qu'il faut prendre ça comme votre position n'est plus par l'état d'Abadi. Réaction si Inoussa le veut, sinon on poursuit. On a dit que c'est un dialogue politique. Un dialogue politique entre politiciens ou avec l'ensemble du corps social. L'idéal aurait été ça. Mais ils ont décidé de s'enfermer entre opposition et majorité pour discuter. C'est là que je dis que dans le fond, pour moi, il y a problème. Parce qu'on risque de faire du surplace, comme on l'a vu de par le passé. Les forats de ce type n'aboutissent à rien, sauf à la limite très souvent à une sorte de gouvernement d'ouverture où on copte de gauche et à droite, on implique tout le monde pour la gestion du pouvoir. Assez souvent, c'est les meilleurs résultats auxquels nos hommes politiques parviennent. Mais je dis que, véritablement, si tout le monde va avec honnêteté, avec franchise, avec l'intérêt supérieur de la nation, il n'y a pas de raison qu'on n'aboutisse pas à un consensus. Or, malheureusement, chacun a son petit agenda caché, chacun lutte pour parvenir au pouvoir. Le reste, ce n'est pas leur problème. Et c'est ce qui est dommage. Mais le jour qu'ils parviendront à mettre de côté les intérêts égoïstes pour penser au Burkina Faso, pour penser que pour faire de la politique, il faut avoir un pays,
et que nous avons le devoir de donner aux générations futures un Burkina où il fait bien vivre, alors en ce moment seulement, les divergences politiques qui sont, à mon avis, secondaires, vont s'estomper pour faire face donc à la réalité et aux solutions. D'accord. Alors, on va poursuivre, Zoubaviel. On n'a plus pas le temps. On va parler donc de cette autre actualité. Vous l'avez suivi justement pendant que la politique discutait donc des sujets d'intérêt national à la primature. Donc, une circulaire donc avait été signée et adressée donc aux membres du gouvernement et au président d'institution par le Premier ministre, les invitant donc à faire parvenir au plus tard le 31 juillet la copie légalisée des diplômes mentionnés sur leur CV. Alors c'est une mesure qui entre dans le cadre de l'authentification des diplômes des agents de la fonction publique. Alors très rapidement, que pensez-vous de cette décision du Premier ministre Zouaviel qui réclame beaucoup la parole? Oui. Alors, je pense que c'est une mesure salutaire parce que quand l'exemple vient d'en haut, comme on le dit, les autres ne peuvent que suivre. Maintenant, la question est de savoir est-ce que le Premier ministre a tous les moyens de contrôler l'authenticité d'un diplôme. Parce que c'est ça aussi la question. Quelqu'un, par exemple, je prends un exemple banal qui a eu son diplôme au Kazakhstan, est-ce que le Premier ministre a les moyens de contrôler? C'est bien possible qu'il y a des mécanismes. Voilà, des mécanismes pour contrôler. Voilà, je pense que, voilà, sinon dans la forme, je pense que c'est une très bonne initiative. Parce que le fait même que ça commence par le haut, ça voudrait dire qu'il y a peut-être aussi des risques ou peut-être des chances. C'est sinon qu'on débusque aussi peut-être certains de ceux qui nous gouvernent indignes de nous gouverner parce qu'ayant peut-être fraudé leur diplôme. Et je pense que c'est une mesure salutaire. Maintenant, reste à savoir jusqu'à où est-ce que ça ira, parce que le processus ne fera que commencer à ce niveau, après peut-être descendre et à l'échelle des agents. Oui. D'accord. Alors, Yacinthe, vous saluez également cette mesure? Alors, deux choses. Première chose, bien sûr, Charité et Dieu ne commencent par soi-même. Ils veulent authentifier les diplômes des fonctionnaires. Il faut qu'ils ne montrent pas de blanche pour montrer qu'ils ont l'authenticité pour authentifier les diplômes, en tout cas, des fonctionnaires. Mais en même temps, la deuxième chose, et c'est cette chose qui m'a fait sourire lorsque j'ai vu la note, c'est que la circulaire est confidentielle. Adressée à des présidents d'institutions et des ministres, mais bon, elle a été vulgarisée sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est toute la question. Est-ce que la question d'authentification se limite au diplôme ou même à la fonction? Aujourd'hui, dans la fonction publique burkinabé, est-ce que ce sont les diplômes qui font les agents? Parce qu'aujourd'hui, est-ce que nous sommes habités en tant que citoyens par cette fonction? Nous avons une représentation de ce que nous avons comme tâche. Parce que lorsque vous avez un diplôme confidentiel, un diplôme aussi confidentiel qui est vulgarisé, il y a fort. Est-ce que la personne qui l'a fait a un diplôme authentifié ou non d'abord? Mais est-ce qu'elle-même, elle a compris sa tâche? Donc, pour moi, la question de l'authenticité des diplômes va entraîner et j'espère, va entraîner une prise de conscience, va entraîner une autre forme, parce qu'il va falloir aller au-delà des diplômes. Je peux avoir un diplôme authentique et authentifié venant facile à vérifier, mais est-ce que moi-même, j'assume ma fonction? Je suis là déjà à l'heure. Poser là le problème peut-être de la compétence. Est-ce qu'un ministre se juge sur la base d'un diplôme déjà? Mais si le diplôme est mentionné sur le CV pendant qu'on ne l'a pas, il y a un problème. Il se juge sur la base, bien sûr, s'il a falsifié son diplôme, là, ça c'est un cadre judiciaire, ça se règle judiciairement déjà. Mais je pense qu'il se juge sur la capacité à conduire son département. Ça vaut pour tous les agents de la fonction publique, pour moi. Donc, même s'il n'a pas le diplôme requis. Non, donc je veux dire, il ne faut pas rester sur cette question de diplôme simplement. Parce que lorsqu'on dit à un ministre, envoie-moi ton diplôme pour que je vérifie, oui, le diplôme, bon, mais son département, il est géré comment? Donc il faut aller à l'évaluation, il faut aller, ça vaut pour le président de aussi. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas rester sur la base. Sur la simple question de l'authentification des diplômes. Oui, Inoussa, est-ce que vous partagez l'avis donc, de Yacine sur cette question? Je suis d'avis et je me pose des questions sur la pertinence même dans le contexte actuel là d'en faire un débat public comme on le voit aujourd'hui. Bon, si vous avez recruté quelqu'un qui vous a donné son CV et que vous n'avez pas pris le temps
de vérifier son CV, c'est votre problème. Nous, en tant que population, c'est la qualité du service qui nous intéresse. Est-ce qu'un ministre fait bien son travail? Est-ce qu'un agent de l'administration fait bien son travail? C'est ça le fond du problème. Maintenant, le reste, il a un master, il a un doctorat, etc. Il doit prouver ça. C'est à celui qui l'a embauché de le faire. Maintenant, si l'objectif, c'est de montrer dans une sorte de populisme, de débat politique. Alors, sur la circulaire, je pense que c'est précisé aussi que c'est une des recommandations donc, du forum, de la conférence nationale sur la rémunération des agents de la fonction publique. Oui, ça veut dire que, comme on le dit, dans le fond, on peut se poser des questions sur la pertinence. Sinon, vous pensez que ça devrait être fait avant? Ça devrait être fait avant. Moi, je prends un président d'institution qui est là il y a 5, 10 ans ou bien moins, à qui on dit aujourd'hui, bon, il faut envoyer ton diplôme, on va prouver que c'est authentique ou pas. C'est bien, mais ce n'est pas dans le cadre, c'est pas dans l'espace public que ce type de débat se mène. Ceux qui l'ont embauché, ou avant même de l'embaucher, ce débat doit être posé. Mais justement, est-ce que c'est pas aujourd'hui patte blanche parce que le processus doit continuer et ça doit concerner tous les agents de la fonction publique? Est-ce qu'il ne faut pas donner l'exemple justement avant de poursuivre, avant d'atteindre, on va dire, les administrés de façon globale? Oui, c'est ça que j'ai dit. Ça, à la limite, ça ressemble à mon avis à du populisme. Pour montrer patte blanche, c'est que quand les ministres sont soupçonnés d'avoir fraudé, d'avoir délinqué, en ce moment, on vérifie les choses et quand ils sont en porte-à-faux vis-à-vis de la loi, ils vont en prison. C'est comme ça qu'on montre patte blanche. C'est comme ça qu'on montre qu'il y a une gouvernance vertueuse. C'est la redevabilité. C'est la question de lutte contre la corruption. Mais la question de diplôme, à mon avis, c'est du dilatoire. Non, ramenons-nous à des débats beaucoup plus sérieux, beaucoup plus sereins sur le développement, sur l'avenir, sur la gouvernance, sur le vivre ensemble. Ça, c'est encore qui intéresse le Burkina. Non, je pense que moi, je salue l'initiative du Premier ministre parce qu'il ne faut pas oublier comme quelque chose. Et lorsque le sujet avait été évoqué, les syndicats et notamment même certaines ONC ont dit, mais écoutez, vous dites que les diplômes des agents seront authentifiés. Et vous-même, qu'est-ce que vous en faites? Vos diplômes en fait quoi? Donc aujourd'hui, si l'État décide de commencer par ceux-mêmes qui sont au sommet, mais moi je pense que c'est une bonne chose. Il faut quand même saluer cela. Maintenant, peut-être là où le problème peut se poser, où on peut se poser des questions, c'est ce qui sera fait, la suite de cette opération. Voilà. On a levé les liens, il faut maintenant travailler à la base. Est-ce que justement ça va aller au bout? C'est ça qu'on va pouvoir, c'est ça qui est confidentiel, et demain vérifier avec la primature qu'on a vérifié tous les diplômes sans il y a pas de diplômes qui ne sont pas authentiques. Est-ce que vous pensez qu'on va aboutir à ça? Non, en réalité, ça ne devrait même pas faire du bruit. Pour la simple raison que c'est un employeur qui a demandé d'authentifier les diplômes de ses employés. Donc le problème ne devrait pas se poser. Mais comme ici on aime faire du bruit, la publicité autour du tout, voilà pourquoi ça devient un débat. Et bon, comme maintenant il est devenu un débat, la question et le sujet, il faut aller jusqu'au bout. Donc il faut souhaiter ici que l'opération soit conduite jusqu'à terme et que des éléments, par exemple des fautiers qui seraient détectés, soient sanctionnés à la hauteur. Non, je pense que ces sanctions soient équitables, parce que c'est surtout cela, le traitement. Qu'on ne prenne pas beaucoup de gens et que, bon, dans le lot, on choisit une partie, on les sanctionne et que les autres, on les laisse. Non, je pense que ça n'a jamais été même l'objet d'un débat. C'est comme quand on parle de biétage. On peut demander à un mois donné, on dit non, chacun vient physiquement pour prendre son argent, on veut vérifier un certain nombre de choses. C'est plus simple pour le gouvernement et moins coûteux que d'engager un certain nombre de moyens, peut-être technologiques ou bien des experts pour faire ce travail-là. Ici, à un moment donné, peut-être de la marche de la fonction publique ou bien de l'État, on décide que chacun vienne faire la preuve et de la façon dont, comme on appelle, chacun vient faire la façon dont il a été recruté. Et c'est d'autant vrai qu'à la fonction publique, vous avez plusieurs canaux d'entrée. Vous avez les EPE qui lancent leur concours et qui recrutent. Vous avez les mesures nouvelles qui sont là. Vous avez les concours directs qui sont là. Il y a plusieurs créneaux pour entrer, par exemple, à la fonction publique et de servir l'État.
à un moment donné, on peut estimer que peut-être les résultats auxquels on s'attendait, on n'y parvient pas. Est-ce que ce n'est pas un blocage? Est-ce que ceux qui sont là ont tous le niveau? Ou est-ce qu'il y a un certain nombre de questionnements qui peuvent amener à se demander, et même le gouvernement qui parle même de gestion vertueuse, bonne gouvernance et autres là. Je pense qu'ici aussi, ça peut être un instrument de bonne gouvernance pour peu qu'on soit réaliste et pour une fois dire que cette mesure du gouvernement là, quand même, elle n'est pas banale. Maintenant, comme Dabadi l'a dit, il faut aller au bout du processus, de sorte à ce que si on arrive à un moment donné, parce que bien des fois, c'est le même aussi qui crie et avec... qui demande à ce que les mesures soient prises. C'est les mêmes personnes aussi, peut-être à des moments donnés, qui vont faire entrer des gens par des créneaux qui ne sont pas ça. Parce que quand vous prenez le lambda, il n'a pas la possibilité de faire entrer. Donc je pense qu'il ne faut pas être sélectif quand on va arriver au bout de la mesure. Il faut prendre des sanctions de sorte à se décourager. Et ceux qui voudraient peut-être demain le faire, il faut assainir. Et ça, on en a besoin. D'accord. On a bien compris vos différentes réactions, vos différentes analyses sur ce sujet. On va parler donc de cette grève de 24 heures du syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture observée le jeudi, donc 17 juillet, le Synatic qui exige du gouvernement la mise en œuvre du protocole d'accord signé en fin 2016. Il s'agit notamment du passage de la RTB des éditions Sidoya en société d'État. Alors quelle analyse vous faites de cet arrêt de travail et de cette lutte des travailleurs qui dure maintenant plusieurs années? Dabadi. Moi je pense que en tant qu'agent de l'État, les travailleurs des médias publics ont le droit de gréver, de revendiquer de meilleures conditions de vie et de travail. Maintenant, par rapport aux revendications, je pense que c'est ça, le problème se pose à ce niveau. Par rapport au statut notamment, le fait de transformer ces médias publics en société d'État, est-ce qu'aujourd'hui, c'est possible de le faire dans les conditions actuelles? La question se pose à ce niveau. Alors, on peut avoir plusieurs approches à mon avis. Et il y a une étude qui a été commanditée et qui a donné des résultats. Je pense qu'aujourd'hui, il ne souffre d'aucun doute que le fait de transformer, par exemple, ces médias publics en société d'État apportera une plus-value. Pour la simple raison que ça va permettre à ceux qui animent ces médias d'avoir une marge de manœuvre plus importante, et ça va aussi permettre aux journalistes d'avoir plus de liberté dans le traitement de l'information. Donc autant d'éléments qui vont contribuer à enrichir les programmes et tout le reste. Et donc par conséquent, cela va également accroître le nombre des auditeurs, des téléspectateurs, etc. Et donc c'est un plus pour, ces médias. Oui, mais pour aller vite, parce qu'on n'a pas assez de temps. Justement. Le gouvernement pointe du doigt, en tout cas met sur la table la question des effectifs qui seraient pléthoriques et qui ne permettent pas d'aller à des sociétés d'État. C'est une question qu'il ne faut pas négliger, c'est la vérité, parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez ces médias publics, c'est quand même les médias qui ont le plus grand nombre de personnel. Donc il n'est pas évident qu'en les transformant en sociétés d'État, ces sociétés ne seront pas déficitaires. C'est là le problème, si on garde le personnel actuel. Mais je pense que tout cela doit effectivement être discuté. Il faut qu'il y ait un travail sur lui, il faut qu'un travail sur lui soit fait. Je vois bien c'est le cas. Vous n'avez pas la parole, Inoussa qui a la parole sur cette question. J'ai le sentiment, quand j'écoute les différents acteurs, que ce soit le ministre de la Communication et ses collaborateurs et les journalistes, j'ai le sentiment que c'est le cordonnier mal chaussé. En fait, il y a un problème de communication au ministère de la Com avec tous ces démembrements-là. Parce que j'ai le sentiment qu'il n'y a pas de divergence de fond sur la nécessité d'aller vers les PE. Maintenant, les sociétés d'État. Oui. Mais le problème, c'est que c'est le tempo. Quand est-ce qu'on y va? Le ministre a expliqué qu'il y a un certain nombre de difficultés et qu'au fur et à mesure ça va se résoudre. Les travailleurs sont impatients parce que c'est le moment d'engranger le maximum. Le syndicat dit notamment que ce n'est pas lui qui a demandé donc la société d'État et que c'est le gouvernement lui-même qui a proposé. Justement, si c'est le gouvernement qui a proposé, qu'on permette au gouvernement d'y aller avec son rythme. Si ce n'est pas vous qui avez demandé, et que quelqu'un vient vous proposer, vous acceptez, et que vous demandez d'accélérer,
c'est ce que je dis. Il y a un besoin de communication. Auparavant, les travailleurs n'étaient pas particulièrement intéressés par ça. C'est les autorités qui ont demandé à ce que vous dites et ils sont en train d'aller vers l'application. Maintenant, c'est le rythme de l'application qui pose problème ici. Donc, il convient que les acteurs s'asseyent, qu'ils discutent et voient comment on met en œuvre progressivement ce nouveau projet. Oui. Non, mais je pense que comme Younous l'a dit, il y a un problème de communication. Les gens cernent mal ce problème et voilà pourquoi est-ce qu'il y a un certain nombre de choses qui ne cadrent pas. En 2014, lors du mouvement du SNATIC, ils avaient demandé un statut particulier. En 2015, à la faveur de la transition, il y a une loi qui a été prise qui tendait à ériger les médias de service public en société d'État. En 2016, il y a une étude qui a été commanditée pour voir la faisabilité de la chose. L'étude a été déposée, le rapport a été déposé avec 3 propositions. La première proposition, c'est la société d'État avec tout le personnel. La deuxième, en diminuant le personnel. Et la troisième proposition, c'est un statut dérogatoire. Donc, le rapport a été déposé sur la table du ministre qui a convoyé ça au niveau du Conseil des ministres. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais aucun choix n'a été fait. C'est le gouvernement qui a pris celui de proposer la société d'État. Maintenant, l'étude est finie, il fallait faire un choix. Soit c'est la société d'État avec tout le personnel, avec une partie du personnel ou le statut dérogatoire. Mais curieusement, le ministre vient dire que le gouvernement instruit d'approfondir les réflexions. Alors on se demande maintenant, approfondir la réflexion sur quoi? Parce que là, il fallait faire un choix. Et si ce n'est même pas possible de faire la transformation, c'est au gouvernement de le dire. Maintenant, aujourd'hui, il y a un blocage qui est là parce qu'on ne sait plus à quel niveau est-ce que ça se situe. Est-ce qu'ils iront en société d'État, ils n'auront pas en société d'État? Aucun choix n'est fait. Mais sur le problème des effectifs, parce que c'est ça le nez du problème actuellement, parce que voilà, on dit qu'il y a des effectifs pléthoriques à Sidoya et à la RTB. Effectivement, effectivement, l'étude a prouvé qu'on peut partir avec tout l'effectif. Mais il y a ces implications, peut-être qu'il y a des implications salariales. Les conditions de vie ne seront pas à la hauteur des attentes des agents. Mais il y aura peut-être cette relative liberté. Parce que tout n'est pas condition de vie et de travail. Il y a aussi cette quête de liberté des médias publics qui sont recherchés ici. Et la deuxième des choses, c'est avec la moitié peut-être du personnel. Et la troisième des choses, c'est le statut dérogatoire. Le statut dérogatoire suppose qu'on vous donne les moyens, sans vous confiner dans une société d'État, on vous donne les moyens de pouvoir mener à bien les activités, sans forcément rester dans le cadre de la fonction. Oui, mais actuellement, le syndicat campe en tout cas sur l'option société d'État. C'est le gouvernement qui a fait sa proposition, c'est au gouvernement de revenir dire, le gouvernement dit on vous donne telle chose, et le SNATIC le revendique, c'est au gouvernement de revenir dire, on vous avait dit c'est société d'État, mais on a fait les études, on se rend compte que ça ne marche plus, voilà ce qu'on vous propose. Et maintenant si le SNATIC refuse de discuter, là ça pose un autre problème. On va donner la parole à Yassek pour qu'il puisse réagir sur cette question. Concernant ce problème, c'est vraiment le coordonné mal chaussé, tout est dans la communication. Et lorsque moi je vois à l'heure du journal de 13h, c'est la RTB Floby plutôt que Sayon, je me dis c'est un avertissement qui est donné donc au ministre de la Communication pour parler Cannes. Donc c'est un carton jaune qui est donné à l'homme qui a quelques heures, qui a quelques jours, quelques mois donné lui-même des cartons. Donc c'est véritablement le signal qu'il faut prendre. Il faut aujourd'hui communiquer. Aujourd'hui, il y a des options sur la table. Quelle est l'option que le gouvernement veut véritablement mettre sur la table? Il faut communiquer autour de ça. Je pense que toute solution a forcément des réticences. Donc, il va falloir communiquer pour que tout le monde soit édifié. Maintenant, les uns et les autres vont s'engager en connaissance de cause. Sinon, on reste toujours dans ce sentiment de mépris déjà d'une partie qui naît du manque de communication. Donc, pour tout résumer, en tout cas, le ministère de la Communication et le ministre de la Communication doit communiquer. En 15 secondes, je pense que le fait de dire d'approfondir la réflexion n'est pas une mauvaise chose. Pourquoi? Parce que le syndicat veut qu'on aille à une société d'État en gardant le personnel. C'est évident qu'en le faisant, ça va entraîner d'autres, c'est-à-dire implications. C'est clair. Soit l'État sera obligé d'injecter beaucoup d'argent dans cette même société d'État. Or, l'objectif, ce n'est pas cela. C'est pour que cette société puisse fonctionner plus normalement. Donc, comme il y a des implications de cette nature, je pense qu'il faut approfondir effectivement le dialogue pour que le syndicat et le gouvernement puissent parler le même langage, pour qu'on puisse choisir soit ce statut d'urgation ou une société d'État en licenciant un certain nombre de personnes, c'est que le syndicat
syndicat ne va jamais accepter. Ce qui est normal, parce que la vocation quand même du syndicat, c'est de défendre les intérêts moraux matériels des travailleurs. Et donc, le syndicat veut qu'on garde tout le monde. Mais maintenant, il faut aussi que le syndicat discute avec le gouvernement. C'est comme sur 5 ans, on aurait pu laisser partir les gens à la retraite sur 5 ans sans faire de recrutement. C'est possible. Ça, c'est quelque chose. Parce que c'est ça mais il y a le statut dérogatoire qui est là, qui n'a pas été... On va malheureusement s'arrêter là, nous sommes, je suis désolé, donc on a dit, nous sommes à la fin donc, de l'émission. Discuter beaucoup plus profondément donc, de cette question du statut donc, des médias publics au Burkina, mais nous sommes au terme de l'émission, il faut donc respecter l'heure qui nous est consacrée. Merci à tous en tout cas pour vos différentes analyses. On se retrouve dimanche prochain.